Causerie nocturne sur la musique du présent. Alors bonsoir à tous, on est très heureux de vous accueillir pour cette première causerie donc, de la 4e saison des causeries nocturnes sur la musique du présent, donc, qui sont un cycle de rencontres qui s'étale sur toute l'année autour de diverses questions touchant à l'art et aux politiques. Donc l'idée c'est d'inviter quelqu'un extérieur au Conservatoire de Paris qui vient nous parler soit de ses pratiques en tant qu'artiste, soit de ses réflexions en tant que chercheur, et qui permet un peu de décaler notre point de vue, de nous donner des billes pour un peu penser nos pratiques différemment. Voilà. Donc avant que Lila, qui va présenter cette causerie avec moi, présente notre invité, juste quelques petits rappels. Alors, tout d'abord, c'est le respect des gestes barrières. Donc voilà, si vous pouvez bien rester à 1 mètre chacun. Voilà. Si possible, ne pas mettre de chaise sur le fond blanc et rester sur l'espace du parquet. Voilà. Donc le principe des causeries, c'est nous, on va lancer la discussion. Et puis, dès que vous avez envie, vous levez la main. Et pour poser votre question à Geneviève Fraisse, donc il y a un micro qui tournera. Donc là-bas, donc vous pouvez, si jamais on ne vous voit pas, lever la main, vous regardez vers Mylène qui nous fait le son et qu'on remercie ce soir beaucoup. Voilà, et puis donc elle vous fera passer le micro et on vous demande de ne pas le toucher et juste de poser votre question. Voilà, ça permet que tout ça puisse être enregistré, voilà, et d'en garder une trace et de faire profiter ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Voilà, je laisse Lila présenter nos invités. Merci Rémi. Bonsoir Geneviève Fraisse. On est ravis de vous accueillir à cette première rencontre de la saison. Donc, vous êtes philosophe, vous êtes chercheuse au CNRS depuis 1983 et vous avez fait du féminisme votre champ de recherche. Nous, on est pour la plupart étudiants au CNSM et on est curieux ce soir d'aborder avec vous les grands thèmes de votre pensée et de s'attacher particulièrement à la place des femmes dans le champ artistique, tel que vous l'avez décrit dans votre ouvrage « La suite de l'histoire ». Voilà. Alors, en introduction, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre démarche de recherche, ce que vous avez vous-même qualifié « le féminisme, ça pense ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je crois que je vais m'autoriser à enlever mon masque. Maintenant que vous êtes tous loin, parce que c'est pas si facile. Merci de cette invitation. Donc reportée depuis le mois de mars, non ? Oui, quelque chose comme ça. Donc nous avons été, obstinés. Voilà. Donc c'est. Vous entendez pas ? Ah non, mais parce que j'étais pas devant le micro. Maintenant, ça va ? Donc merci de cette invitation, merci pour notre obstination aux uns et aux autres, pour cette rencontre qui nous a paru importante et donc qui part de deux publications que j'ai faites cette année. Je pense que c'est aussi ça qui vous a fait m'inviter. Savoir, il y avait La suite de l'histoire et Féminisme et philosophie, qui est un recueil de textes de ces 10 dernières années. J'avais effectivement fabriqué un autre recueil précédemment. Enfin bon, voilà. Donc ces 2 livres pourraient aller dans le sens de féminisme, ça pense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi je participe au mouvement de libération des femmes dans les années 70, donc après avoir été étudiante en philosophie en 68 à la Sorbonne, la chance, d'une certaine façon, je peux le dire comme ça, puisque je suis effectivement au quartier latin pendant le mai 68. Je sais pas, c'est ma voix ou c'est une autre voix ? C'est une flûte. Pardon ? C'est une flûtiste qui travaille. Ah, pardon. Non, la flûte, j'entends, mais c'était la voix. Je distingue la flûte et la voix. C'est pas grave. Donc, non, maintenant que je sais ce que c'est, ça va. Et donc, le féminisme, ça pense, ça veut dire que j'ai été confrontée, dans mes études de philosophie, à l'absence de réflexion sur cette question sexe-genre, chez les philosophes, dans l'histoire de la philosophie. Et quand j'y étais confrontée un petit peu dans les notes en bas de page ou les digressions
c'était plutôt assez sexiste comme propos, pas toujours, et ça m'a paru largement insuffisant de faire, comme ça c'est beaucoup fait à l'époque, de dénoncer le sexisme. Donc, d'une part, et d'autre part, ce qui était du côté du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, ce qui apparaissait, c'est qu'on nous traitait, vous avez encore pu en entendre un peu cet été, d'hystériques, de cinglés, d'excités, de mal baisés, etc. Donc, et on n'a rien entendu cet été, hein, c'était dès qu'il y a un geste en excès, un geste politique qui effectivement par définition peut être en excès, à ce moment-là, ce qui est mis en cause, c'est la capacité rationnelle et du mouvement et des personnes, donc du collectif et du singulier. Donc, pour moi, la question du ça pense, c'est mon pari. C'est mon pari philosophique, qui est aussi un pari politique. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai même intitulé certains textes, que ce soit de presse, je me souviens il y a encore 2-3 ans, ou en introduction au volume qui précède Féminisme et philosophie, qui s'appelle La fabrique du féminisme, paru donc sur les années, sur les travaux que j'avais pu faire dans la presse des années antérieures à 2010. J'avais intitulé ça « Le féminisme, ça pense ». Donc c'est pas le féminisme pense, mais ça pense, ça veut bien dire aussi, et c'est ma génération est un peu comme ça, marquée aussi par la psychanalyse, il y a du ça, quoi. Et c'est effectivement, j'en ai fait mon projet d'entrée au CNRS, vous l'avez rappelé gentiment, et après coup maintenant, je suis stupéfaite de penser que en 83, on m'a laissé rentrer en philosophie sur les fondements philosophiques du discours féministe. Parce que c'était un choix que j'avais fait, alors antérieur, pour ceux qui connaissent, j'ai cofondé avec Jacques Rancière la revue Révolte Logique en 1975, donc dans l'idée que lui c'était la pensée ouvrière, il venait de l'althussérisme, moi c'était la pensée féministe, puis il y avait aussi la pensée de l'exil, avec un Catalan qui était le troisième du trio. Donc ça veut dire ça aussi, c'est le ça pense, ça veut dire ça pense pas que dans les grands textes, ça pense aussi partout. Alors, on entend souvent parler quand il s'agit de féminisme, de l'analyse de la domination masculine. Et c'est vrai que nous, le premier cycle, on l'avait appelé, je ne sais plus, la musique et la domination masculine ou quelque chose comme ça. Et il y avait d'autres invités avec vous. Et vous, dans la lignée avec Jacques Rancière que vous avez cité, vous essayez on va dire, de penser depuis l'émancipation des femmes, ou avec ça, je ne sais pas comment vous le... Et qu'est-ce que, pour vous, pourquoi ce choix-là, et qu'est-ce que ça change par rapport à l'analyse de la domination? L'analyse de la domination, donc, qui était très en vogue, un peu moins maintenant, mais pendant en tout cas toute la fin du XXe siècle, notamment avec Bourdieu, mais pas seulement, mais aussi avec Michel Foucault, c'est quand même l'idée c'est l'idée qui a prédominé aussi. Alors, je regrette de les caricaturer, je ne le voudrais pas, mais c'est pour aller vite, de la déconstruction. C'est-à-dire, si je déconstruis la domination, alors je vais recueillir l'émancipation, comme si c'était que la machine, une fois bien défaite, l'émancipation arrivait. Nous, on est partis, alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que aussi la domination fait que finalement, on peut accorder une importance à la domination qui nous laisse dans la situation du dominé, et non pas de l'émanciper. Ça aussi, c'est un autre problème. Moi, je l'ai beaucoup vécu alors au début du XXIe siècle, quand tout le monde s'est mis à dire il faut déconstruire les stéréotypes sexistes. Bon, déconstruire les images quoi? Pour les conforter? C'est pas exclu. Hein, dans ce cas, ça tourne en boucle. Et ce qu'on dénonce, en fait, on n'arrête pas de le faire exister. Moi, c'est ce que j'ai critiqué notamment sur le nature-culture, sur la matrice du nature-culture, qui est la matrice des 40 dernières années du XXe siècle, mais qui a été déconstruite depuis maintenant par les anthropologues, et qui était, plus on disait que c'était culturel, plus on croyait qu'on abandonnait la nature, mais si ça se trouve, au contraire, on l'a continué à la faire exister. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on était réticent à l'analyse de la domination de plusieurs façons. Quant à l'analyse de l'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce qu'on a défendu, puisque notre revue, elle est partie de la création d'un centre en 1974 ce qui était Vincennes, qui s'appelle Paris 8 et qui était à la faculté de Vincennes à l'époque, qui est le centre de recherche sur les idéologies de la révolte. C'est-à-dire la question des révoltes, donc c'est retrouvé dans le titre de la revue, c'est une citation de Rimbaud d'ailleurs, et son poème Démocratie qui se termine par nous massacrerons les révoltes logiques. Donc nous on a pris les révoltes logiques et ça veut dire c'est les logiques de la révolte. C'est-à-dire que
contrairement, là encore, c'est le féminisme ça pense, ou l'ouvrier ça pense, ou l'exilé ça pense, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a une construction intellectuelle dans l'émancipation et pas seulement une revendication. Alors, cette construction intellectuelle, depuis le temps que je me promène dans ça, parce que vous entendez bien les dates, donc ça fait quelques décennies, ça veut dire qu'on est amené aussi à interroger les stratégies, à interroger les objectifs, à en voir les contradictions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de la contradiction dans l'émancipation, même le dernier texte de mon livre qui s'appelle À côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, qui est d'une dizaine d'années, c'était habiter la contradiction. Donc la pensée de l'émancipation, ça va être accepter de travailler sur la contradiction. Et ce que je ferai, ce qui permet de pas plaquer des matrices. Par exemple, si je prenais un truc actuel qui est sur l'intersectionnalité, vous m'avez entendu parler ouvriers, exil, immigration et femmes, ça veut dire que moi j'appelle ça on a pratiqué la contiguïté des émancipations et non pas leur organisation. Pourquoi ? Parce que sur cette question-là, moi je peux voir que ça renvoie à un papier que j'avais fait qui s'appelait Les amis de nos amis pour un colloque Penser le racisme en la 90, c'était au Collège international de philosophie, où c'était soit penser l'autre, soit se penser comme autre. Si c'est penser l'autre, si c'est Aristote, il va mettre les femmes avec les serviteurs et les enfants, parce que c'est l'unité domestique l'intérêt. Vous voyez tout de suite que je ne suis pas seulement sur les catégories identitaires, mais sur à quoi ça sert. Si c'est chez Spinoza, ça va être le fou, la femme, l'enfant, le délirant, la bavarde de l'enfant. Là, on est sur un rapport à la question de la raison. On est au XVIIe siècle. Donc le délirant, la bavarde de l'enfant. Si vous êtes avec Kant, ça va être le peuple, la race, le sexe. Ça veut dire que là, on est dans un rapport à la question anthropologique, etc., etc. Donc ça, c'est penser l'autre. Si c'est se penser comme autre, donc si on est par exemple dans la révolte, dans l'émancipation, dans la lutte, dans la pratique politique, à ce moment-là, on va voir avec qui on fait des alliances. Ça ne va pas être nécessairement avec ceux avec qui on s'était trouvé croisés, si c'était pour définir l'économie domestique ou la raison moderne ou l'anthropologie contemporaine. Donc voilà, c'est pour ça que quand on est pensé l'émancipation, on se retrouve dans cette multiplicité des entrées possibles de la pensée et avec les solutions et puis aussi les obstacles. Donc c'est ça qui nous a trouvé, on a trouvé ça beaucoup plus passionnant que d'être simplement là à dénoncer, déconstruire. Pouvoir analyser aussi cette domination masculine, d'autant que c'est très compliqué, parce que si vous prenez par exemple le mot patriarcat, que moi j'avais abandonné volontairement, je peux dire pourquoi, mais parfois de temps en temps il me revient quand je suis en colère, notamment. Mais domination, qui a été aussi un texte très, très Bourdieu, ça va avoir, si on emploie patriarcat, si on emploie domination, on n'aura pas nécessairement la même chose, il ne va pas se passer la même chose. Donc c'est pour ça que je plaide pour qu'on ouvre l'espace comme ça et qu'on s'y installe. Justement, quand vous parlez donc de l'émancipation des femmes, on a pu voir dans vos ouvrages que vous aviez établi une généalogie de cette émancipation depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis l'avènement démocratique, et que vous l'avez réalisé à travers deux concepts, c'est-à-dire pour toutes et pour chacune. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que c'est deux catégories ? Alors, d'une part, la question de la généalogie, ça c'est... oui, puisque les textes de la philosophie, après, dans les milieux des années 90, j'ai réabordé l'histoire de la philosophie volontairement, mais pendant 20 ans, j'ai fait autre chose que de prendre les textes classiques de la philosophie, parce que c'est là qu'on allait trouver la fameuse pensée. Et notamment croisé avec la question démocratique et le pour toutes et le pour chacune, je vais y revenir. Donc on remonte d'abord aux révolutions. Moi j'avais commencé par la révolution de 1848, c'était mon premier texte dans notre revue déjà cité, mais après je suis remontée à la Révolution française. On peut aussi remonter jusqu'au XVIIe siècle, quand l'idée égalité refait surface de manière forte, puisqu'elle était là dans l'Antiquité, puis elle revient de façon forte, et notamment à travers une femme qui est Marie de Gournay, mais surtout, je dois le dire, vu de mon point de vue, à travers un texte d'un philosophe qui s'appelle Poulain de la Barre, dont le texte se trouve en folio, qui est sur l'égalité des sexes et qui est un texte d'une radicalité totale, 1673. Donc ça, c'est la résurgence du concept égalité. Par ailleurs, effectivement, la Révolution française, c'est quoi ? C'est même si ça n'instaure pas
et la démocratie et la République au lendemain de la Révolution française. Néanmoins, l'imaginaire est désormais en place, et le pour toutes et le pour chacune, ça va être les deux grandes querelles qu'il y a. Il y a deux querelles à la fin de la Révolution française et au tournant des années 1800, l'une contre la citoyenneté des femmes, ce que je vais donc appeler plus tard le pour toutes, c'est-à-dire, attendez, dit un babouviste, extrême gauche révolutionnaire, Babeuf, donc il s'appelle Sylvain Maréchal, qui fait un texte littéraire et non pas juridique, pour dire il faudrait défendre aux femmes d'apprendre à lire. Pourquoi ? Parce qu'apprendre à lire, c'est le début de l'autonomie. L'autonomie de la raison, l'autonomie, la citoyenneté, et pourquoi pas l'autonomie économique. Grande question du XXe siècle, pour le coup plus tardive. Mais donc ça veut dire que c'est l'idée, c'est la gauche qui s'en rend mieux compte, parce que les libéraux, ce qui deviendront les libéraux, pour eux, c'est pas si difficile de passer de la monarchie au libéralisme. Ça restera toujours quelques-unes. Quelques-unes peuvent suivre mes cours à l'université, dit Charles de Lacretelle au début du XIXe siècle. Quelques-unes peuvent. Dans ce cas, ça ne changera pas grand-chose. Il y avait déjà quelques-unes sous l'Ancien Régime. Parce que bien sûr, aujourd'hui, on raffole de ça, et c'est tant mieux. Tous les noms qui ressortent de toutes les histoires de création, de pouvoir, etc., et on n'a pas fini, sont le signe qu'il y avait bien beaucoup de femmes. Mais il n'y a pas la pensée du pour toutes. L'exception ne fait pas règle, si vous voulez. Sauf qu'en démocratie, l'exception fait règle. Si l'une le peut, alors toutes. Quand une femme passe le baccalauréat en 1860, elle se fait inscrire alors qu'elle n'a pas le droit de le passer, mais ce n'est pas marqué qu'elle n'a pas le droit. Donc elle va finir par trouver une académie qui l'enregistre. Elle passe le baccalauréat, une fois qu'elle l'a passé et que c'est gagné, toutes les femmes pourront passer le baccalauréat. On ne pourra plus dire non. Donc c'est le pour toutes. Et ça, c'est la première dispute. Et il y a une deuxième dispute au même moment. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit. Je vous y renvoie parce que c'est peut-être mon livre principal. C'est Muse de la raison, donc en folio là aussi, qui avait pour sous-titre au départ Démocratie exclusive et différence des sexes, c'est-à-dire exclusive et non pas excluante. On va pouvoir dire tout le monde est invité au banquet. Ah oui, mais c'est seulement les hommes qui s'assoient autour de la table, et pas les femmes. On voit ça, c'est un souvenir personnel, la première fois que je suis allée en Algérie d'ailleurs. Ah bah oui, le mariage, tout le monde fait la fête. Ah oui, mais les femmes, elles restent là-haut. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est la démocratie exclusive. Tout le monde est invité, mais pas pour la même chose. Donc, et excluante, c'était celle de l'Antiquité. Les femmes ne sont pas citoyennes, c'était énoncé comme tel. Donc là, il y a une différence, on ne va pas énoncer la non-citoyenneté, mais on va ramper comme ça pour dire, excusez-moi, si elles n'apprenaient pas à lire, ou si elles n'allaient pas à l'université, etc., ou si elles n'allaient pas travailler, faire tel travail, ou créer. Et puis, il y a la deuxième dispute qui est entre deux poètes, un homme et une femme, que je raconte aussi dans ce livre, et en gros, le poète, et Charles Brun, pas très connu aujourd'hui, dit à cette interlocutrice qui s'appelle Constance de Salm, qui s'appellera aussi Constance Piplet, qui est suffisamment encore connue aujourd'hui pour qu'on ait réédité certains de ses textes, et je dois dire que j'ai travaillé à cela aussi, elle a même été mise en scène, et qui s'appelle donc Constance de Salm à l'époque, et donc lui dit, écrivez, inspirez mais n'écrivez pas, vous êtes la muse et moi le génie, faites l'amour avec moi la nuit, puis comme ça j'écrirai mes poèmes à 5h du matin. Enfin, moi, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, elle répond, mais le droit de jouir, c'est à toutes. Et c'est pour ça que je vais ensuite, à partir de ce livre de 89, du bicentenaire, parcourir ces deux champs. Le champ du pour toutes, la citoyenneté, ça donnera la parité, des choses comme ça, et le pour chacune, qui devient, là, la suite de l'histoire, sur comment se crée la femme artiste à partir du moment où toute femme pourra éventuellement imaginer devenir artiste. Justement, je voulais rebondir sur Constance de Salm et on a relevé la dernière strophe de son épître aux femmes, donc c'était pour le partager. Donc elle conclut son long poème comme ceci. Ô femmes qui brûlez de l'ardeur qui m'anime, cessez donc d'étouffer un transport légitime. Des hommes dédaignez l'ambitieux courroux, ils ne peuvent juger ce qui se passe en vous. Qu'ils dirigent l'État, que leurs bras le protègent, nous leur abandonnons ce noble privilège. Nous leur abandonnons le prix de la valeur, mais les arts sont à tous ainsi que le bonheur. Ainsi que le bonheur et ainsi que la jouissance.
C'est-à-dire que ce qui est en jeu, chez elle, c'est très clair, elle écrira aussi sur les femmes politiques, c'est la question de la jouissance. Et c'est ça qu'on va trouver, et c'est pas seulement jouir de ses droits, qui est une expression qu'on connaît tous. Bien sûr, les droits, on en jouit de nos droits, mais la jouissance artistique, esthétique, est effectivement une autre affaire. Donc, ce qu'on va voir avec, et ce que j'ai développé dans des textes précédents ce livre, mais c'est vrai que j'ai été happée par ma vie dans la question du pour toutes, mais c'est justement cette histoire de la jouissance qui est autre que la simple inclusion. C'est dans le pour toutes, ce que vous demandez, c'est l'inclusion. Alors bien sûr, si la femme veut passer le baccalauréat et faire des études supérieures, c'est bien pour jouir du savoir. Mais la question de la jouissance esthétique va se poser dans d'autres termes, puisqu'elle va rencontrer aussi la jouissance sexuelle, et ça c'est ce que je prends dans le début de ce livre, c'est sur les trois romans que je prends en image, qui est un de Madame de Staël, Corinne, un de Flora Tristan, Méphis, moins connu, et un de George Sand, Consuelo. Ce sont 3 livres qui, entre 1800 et 1840, vont prendre comme héroïne une femme chanteuse, cantatrice, compositrice, unique et qui se produit sur scène, alors que Rousseau écrivait encore dans la lettre à d'Alembert en 1758, si l'année est exacte, qu'il ne fallait pas que les femmes montent dans la lettre sur les spectacles, qu'il ne fallait pas que la femme se produise. Et je reprends ça aussi à propos d'un film d'une Iranienne, justement, qui ne pouvait pas le projeter en Iran, parce qu'il ne fallait pas non plus que les femmes se produisent sur scène pour chanter. Donc la question du chant et de la voix devient un enjeu très fort, puisque c'est la singularité aussi de la création. Et on va retrouver dans ces 3 romans la question de l'imbrication entre l'éros créateur et l'éros sexuel, et les difficultés de croiser les deux. Donc c'est une question qu'on a, mais moins dans tout ce qui est dans le pour toutes et dans l'inclusion. Donc du coup, les conséquences ne sont pas les mêmes entre le pour toutes et le pour chacune. Sur le plan même de ce que j'appelle moi le dérèglement des représentations, c'est-à-dire non pas l'attaque de la norme, ça je pourrais en parler aussi. Moi, j'attaque pas la norme, je m'installe dans la tradition et je montre comment on peut la dérégler. Je trouve ça beaucoup plus drôle. Mais parce que la norme, c'est encore la question de la domination. Comment je vais décoder la norme pour moi ne pas être dans la norme. Voilà. Moi, j'ai choisi depuis longtemps un tout autre parcours. Et pour revenir à le pour chacune, donc la place artistique que peuvent occuper les femmes, elles ont été, au fur et à mesure, donc incluses dans cette continuité de l'histoire de l'art, si j'ai bien compris. Et c'est un travail de taille, car cette intégration, cette inclusion, s'attaque à la question de la symbolique masculine. Et vous allez vite, là. Peut-être, je raccourcis. Et vous avez listé 4 disputes qui mettent un frein à cette inclusion. Est-ce que vous pouvez développer Oui, alors ça, ces 4 disputes, c'est bien avant ce livre que je les avais comme identifiées. Et c'est dans ces 4 disputes qu'elles vont faire bouger les choses. Donc la première, je l'ai déjà évoquée, c'est celle de l'opposition muse-génie. Alors sur la question de la muse-génie, non mais là on peut rire. Moi j'appelle ça maintenant la muse inoxydable. C'est-à-dire que la muse-génie, les artistes femmes, et les artistes hommes aussi, je pense à Picasso ou Julia Freund qui vont inverser le modèle et le peintre dans certains tableaux, etc., pour dire oui, on a bien compris que les femmes maintenant elles commencent à faire des choses, alors si c'était moi qui m'endormais pendant qu'elle peint, ça c'est chez Picasso. Voilà. Non mais oui, parce qu'ils comprennent, vous comprenez, puisque... Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de voir ce que j'appelle la lucidité des philosophes. C'est bien plus intéressant que d'aller sortir son arme. Mais bon, d'une certaine façon, je suis aussi armée, mais autrement. Mais sur les 4 disputes, il y a donc la muse et le génie. Donc la muse, elle vit bien tout au XIXe siècle. On la renvoie, la femme, à la muse. Au XXe, ça commence à être plus compliqué. D'abord, vous aurez beaucoup de couples d'artistes. C'est énormément, bien plus qu'on ne pense. D'ailleurs, parenthèse, parce que ça m'énerve, l'histoire Christo, avec Jeanne-Claude, maintenant qui est présentée au Centre Pompidou avec Christo. Moi, je me souviens de Christo en ballant le Pont-Neuf, j'y suis allée, on y a couru. Avec mon copain, ça nous intéressait énormément. Mais Jeanne-Claude, elle n'existait pas du temps du Pont-Neuf. C'est 83, je crois. Et là, maintenant qu'elle est morte,
puisque l'exposition a été prévue quand même avant que lui ne meure, puisqu'il est mort récemment. On a maintenant les deux, et on nous dit, ben oui, ils étaient deux, c'était un couple. Alors la question, je prends cet exemple caricatural, parce que pourquoi elle n'a pas existé du temps de toute leur vie? Moi, je ne l'ai pas. Moi, je suivais ce que faisait Christo, ça m'intéressait, le temps de ma vie à moi, qui est de quelques décennies, comme vous avez compris. Donc, c'est quand même étonnant qu'elle sorte aujourd'hui. Elle est morte il y a quelques années. Lui est en fin de vie, il y a une exposition, et voilà, maintenant, c'est l'exposition des deux. Je n'ai pas encore regardé le catalogue, ni même, je n'ai pas été voir l'exposition. J'ai des réticences, parce que moi qui travaille sur ces questions-là, ça me fait de la peine. Bon, c'est un très bon exemple, hein, puisqu'il y en a plein d'autres. Mais regardez, sur la question de la muse, c'est pour ça que je dis qu'elle est inoxydable. Tandis que le génie a disparu depuis longtemps. Le génie créateur, c'est quand même plus vraiment le sujet. On sait bien que c'est quand même archaïque, la question du génie. Même si on peut encore l'employer de manière littéraire. Oui, non, mais on peut l'employer de manière, mais qui va être littéraire, pas... Regardez, Juliette Gréco meurt, bah, c'était la muse de Saint-Germain-des-Prés. Ah bon? Est-ce qu'une chanteuse comme elle, qui a quand même réussi, est-ce que vous avez vu tous les hommes qui ont écrit pour elle, hein, de Brassens les noms ne me reviennent pas, mais enfin, à Ferré, à Gainsbourg, etc., etc. Ce qui a inspiré qui? Moi, je pose la question. Mais c'est la muse de Saint-Germain-des-Prés. Non, mais je m'amuse avec la muse inoxydable, parce que j'ai un autre exemple très classique. Il y a eu 2 expositions sur Berthe Morisot, une au musée d'Orsay il y a quelques années, remarquable, mais une précédemment au musée Marmottan, quelques années avant. Musée Marmottan, vous entrez dans le musée Marmottan, début des années 2010. Et là, vous avez un premier cartel. Oui, alors la muse des impressionnistes, Berthe Morisot. Et je crois qu'elle était peintre. J'étais venue pour voir ses peintures. Ah non, non, non. Et alors, heureusement, quelques années plus tard, vous arrivez au musée d'Orsay, et là, c'est nickel. Là, il n'y a pas d'erreur. Et même moi, ça m'a amusé parce que j'ai vu un truc très intéressant, c'est les modèles féminins qu'elle a utilisés. Elle a fait un truc que les hommes n'ont pas nécessairement fait au XXe siècle, elle est du XIXe, comme vous le savez, c'est qu'elle payait ses modèles, femmes. Ouais. Et là, il y a une piste à creuser intéressante. Donc non seulement elle avait des modèles féminins, non seulement elle était peintre, même si elle a été peinte, et en plus, elle payait ses modèles. Voilà, il y a des choses. Donc voilà, ça c'est la première dispute. La seconde, c'est une dispute qui est celle fabriquée très clairement, moins clairement avant, par Nietzsche. Bon, elles veulent absolument créer, d'accord, mais elles ne vont pas arrêter de raconter leur histoire, elles nous fatiguent. Elles vont s'expliquer sur elles-mêmes. Donc elles feraient mieux de se taire. De la même façon que saint Paul avait dit taceat in ecclesia, qu'elles se taisent dans l'église, taceat demulire, qu'elles n'écrivent pas sur elles-mêmes, quoi. C'est une question très intéressante parce qu'elle est encore en action aujourd'hui. Est-ce qu'on écrit pour raconter son histoire si on est dans l'émancipation de la création? Ça existe encore dans le théâtre, moi qui suis assez bien la question théâtrale relativement. Mais s'expliquer sur son propre compte, c'est repris par Virginia Woolf en 1929, donc 50 ans plus tard, où elle dit, elle continue à écrire sur elle-même et ça va s'arrêter, ça va changer. J'atteste d'un changement là-dessus pour atteindre à cette question, si ce n'est symbolique, en tout cas l'universel. Et puis, il y a une querelle qui existe depuis toujours, qu'on retrouve chez Nietzsche, mais qu'on trouve chez les médecins philosophes des années 1800, c'est non, elle ne va pas produire puisqu'elle reproduit. Donc on oppose production et reproduction. Donc on oppose production et reproduction, et bien sûr, on ne va pas tout mélanger. Mais c'est une question très intéressante, parce que j'y repensais cet après-midi pour d'autres raisons. J'avais repris dans La Nuit rêvée à France Culture une émission d'André Parino au début des années 50 à la radio, qui avait invité Vieira da Silva, Laura Maar, etc. Et toutes disaient, non, moi je n'ai pas fait d'enfant, normal. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu, et moi je pense à la génération de ma mère, par exemple, qui était une intellectuelle aussi, ou Simone de Beauvoir, une tentative pour se dire, je ne peux pas avoir les deux. Je ferai soit la production, soit la reproduction. Voilà, c'est cette querelle aussi. Et puis la quatrième querelle, là tout d'un coup elle m'échappe avec le bavardage que je vous impose. Le corps et le
Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est tellement important pour moi, évidemment, parce que je n'ai pas arrêté d'y revenir. C'est sur la question de la nudité et de la vérité. C'est-à-dire comment la question de ce qui s'effondre, aussi bien avec Fantin Latour et d'autres gens dans la peinture qu'avec Nietzsche, c'est qu'on ne peut plus superposer nudité féminine et vérité. D'une part parce que la vérité s'effondre avec la fin de la métaphysique, et d'autre part parce que les femmes vont s'emparer de leur nudité. C'est-à-dire qu'elles vont devenir, je prends un exemple très simple que j'ai pris beaucoup, vous prenez Suzanne Valadon. Elle est d'abord modèle, puis elle est peintre, puis elle se peint comme modèle, puis elle se peint torse nu. On le voyait, c'est facile de voir au début du XXe siècle. Il y en a d'autres. Modersohn-Becker fait la même chose en Allemagne, c'est-à-dire en France et en Allemagne. C'est-à-dire que l'appropriation, c'est moins l'inclusion dans les arts que l'appropriation de ma capacité à créer, qui a toujours existé, que certaines femmes ont toujours utilisé, mais néanmoins qu'il faut pouvoir assumer publiquement. L'École des Beaux-Arts admet les filles en 1870-80. Hein. L'Académie Julian, hein, espace privé, oui, mais l'Académie des Beaux-Arts nationale, qui symbolise la création, n'accueillera les femmes qu'à la fin du XIXe siècle. Donc à ce moment-là, quel est le rapport entre nudité et vérité? C'est ce que j'appelle le dérèglement des représentations. Et dans l'art, ce qui, moi, m'intéresse dans cette question de l'art, c'est qu'on a ce que j'appelle le dérèglement des représentations, c'est-à-dire les 4 disputes dont je viens de vous parler, elles se dérèglent depuis 200 ans grâce à l'imaginaire démocratique, c'est-à-dire au droit de, à la capacité à avoir le droit de faire la même chose que les hommes. Et à ce moment-là, on voit que les choses bougent. Et quand on regarde comment les femmes artistes d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui me passionne. Il y a l'exposition Cindy Sherman en ce moment, il faut absolument y aller. Donc c'est la multiplicité des sujets féminins et des corps féminins et des représentations du féminin. Comment les femmes se sont appropriées le corps des femmes pour passer au travers ce corps, pour pouvoir accéder à la production artistique. À la limite, c'est un choix, et en même temps, elles ne pouvaient pas faire autrement. Et là, ça commence à vraiment m'intéresser beaucoup, quoi, tout ça. Parce que, comparé à... Bon, j'ai évidemment beaucoup cotisé pour la question de la parité, du droit pour toutes, etc., et même du droit du corps, que ça soit, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, contraception, avortement, viol, avec le décès de Gisèle Halimi, qui a été emblématique de 2 de ses combats dans les années 70. C'est vrai que c'est du pour toutes, mais ça crée beaucoup moins de dérèglement. Et le dérèglement, si vous voulez, c'est ce qui se passe de l'intérieur de l'histoire de l'art, et non pas de l'extérieur. Donc, il ne suffit pas de dire « je veux être incluse ». D'accord, les femmes se sont battues pour entrer à l'École des Beaux-Arts de Paris et de la France à la fin du XXe siècle, et ça se passe dans d'autres capitales européennes au même moment. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, dans leur pratique artistique, va bouger? Par exemple, dans ce livre, je citais donc 3 femmes cantatrices, 2 romans du début du 19e, mais je termine sur une citation de Betsy Jolas, pour montrer comment la question de la voix par rapport au texte lui importe. C'est un très beau texte d'elle. Et donc là, il y a des choses qui bougent en fonction de ce qui peut transformer les fameuses disputes un peu structurelles de notre modernité. Je suis un peu longue, mais il faut me couper. Hein. Alors, on va reprendre une de ces disputes, qui est celle de la production-reproduction, avec un exemple récent, et ça nous permettra de revenir vers le conservatoire et vers un peu ce qui se passe en ce moment ici. Donc je vais juste lire une citation, je pense que tout le monde reconnaîtra. Il y a aussi le problème de la maternité qui se pose. Une femme qui va avoir des enfants va avoir du mal à avoir une carrière de chef d'orchestre, qui va s'interrompre du jour au lendemain pendant quelques mois. Et puis après, j'allais dire vulgairement, assurer le service après-vente de la maternité. Élever un enfant à distance, ce n'est pas simple. Bon, moi j'ai eu des enfants, hein, au passage. Donc c'était Monsieur Mantovani, l'ancien directeur du Conservatoire de Paris. Oui, mais on l'entendrait ailleurs. Hein. Ça s'entend
je veux dire, dans la dénonciation du sexisme ambiant, c'est quelque chose qui revient souvent et on peut... moi, je l'ai vu dans ma propre existence, bien sûr. Alors, c'est vrai que les médecins philosophes, donc c'est fin 18e, début 19e, même jusqu'à Cabanis, qui est le plus connu, ils s'en donnent, donc philosophe par ailleurs, faisant partie des idéologues, etc., de l'époque. Enfin, des idéologues, c'est avec un I majuscule, hein, c'est pas avec un petit I. Donc c'est une école, enfin c'est un regroupement de penseurs. C'est exactement ce qu'ils mettent en place. C'est-à-dire tout simplement, mais c'est pas au niveau de ce qui existe après avoir fait l'enfant. C'est que si vous voulez, si vous avez une activité cérébrale trop importante, c'est inversement proportionnel à l'activité utérine. Donc c'est pire encore. Donc on a fait beaucoup de progrès, puisque maintenant c'est juste après le problème. Mais moi, ce qui m'a... Bon, donc avant, c'est inversement proportionnel. Donc si vous voulez faire des enfants, il ne faut pas faire trop fonctionner votre cerveau, sinon il y a un problème. Donc après, on a fait des progrès. Mais ce qui est intéressant, c'est de pointer à la fois les femmes. Il y a toute une littérature quand même de femmes qui ont refusé de faire des enfants pour cette raison-là. Pas pour la raison sociale de qui, si vous voyagez, qui s'occupera de vos enfants, puisque certaines grandes artistes rapportent comment elles ont pu ne pas s'occuper des enfants qu'elles avaient faits, ou s'en occuper au contraire. Hein, on a toutes les variantes. Moi, j'ai cité l'émission que j'aime bien citer d'André Parino du début des années 50, parce qu'elles sont... j'ai cité 2 noms de femmes, 2 arcs de peintres, mais il y en a d'autres. Et elles disent, ben, pourquoi des enfants non? Donc il y a toute une génération de pionnières, milieu 20e, qui ont dit on ne fera pas d'enfants. Et c'est ma génération qui, parce qu'on va se battre aussi pour l'avortement, nous aurons les enfants que nous voulons, nous voulons désirer élever les enfants que nous choisirons de désirer et d'élever, qu'on a aussi fait des enfants. C'est-à-dire, je pense, parce que ça a été... c'est pas parce que... mais c'est vrai que la question de... Donc moi, je me situe en amont de la citation que vous avez donnée, c'est-à-dire, comment se rencontrent les... Mais il faut l'élargir, non seulement à la question de la reproduction, mais à la question du désir sexuel. C'est-à-dire comment on joint les 2 désirs, les 2 éros. C'est très compliqué. Et c'est ce que raconte très bien... prenons Madame de Staël, il y a 200 ans. Prenons pas des gens récents, prenons des gens d'il y a longtemps. Elle explique ça parfaitement, magnifiquement, Germaine de Staël, dans son Corinne, où la question de l'amour et la question de... Mais on l'a pour tout. Moi, je cite dans ce livre, dans les 2 éros, dans le chapitre que je prends l'exemple de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald est marié à Zelda Fitzgerald. Zelda Fitzgerald, elle a des capacités d'art artistique. Zelda Fitzgerald écrit. Mais il n'est pas d'accord pour qu'elle écrive. Parce qu'en plus, elle raconte leur vie. Donc lui, il se sert de sa vie avec elle pour ses livres, Tendre et la nuit, etc. Enfin, pour ceux qui ont lu Scott Fitzgerald, ce qui est quand même magnifique, et comme écrivain américain. Et elle lui dit, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, ben alors tu veux... bon, alors si tu veux que je fasse de la couture, je ferai de la couture. Parce que comme elle est par ailleurs psychiquement très fragile, elle va obtempérer d'une certaine façon. Et c'est bon, mais là on a des exemples, mais alors là c'est par dizaines. Je prends celui-là ou j'en prends un autre. Donc la question de l'enfant renvoie aussi à la question de l'éros tout court. Et c'est pour ça que j'ai réintroduit tout à l'heure tout de suite le mot jouissance, parce que l'enjeu d'égalité, il est sur on veut les mêmes postes, mais il est aussi sur est-ce qu'on va partager les jouissances. Par exemple, les poètes, quand ils disent inspirez mais n'écrivez pas, au fond, il y a un moment, alors je ne sais plus à quel endroit c'est, il dit bon, la compétition entre hommes, mais c'est déjà très dur. Alors si on multiplie par 2, c'est épouvantable. Donc c'est la question du nombre sur la rivalité. C'est-à-dire déjà on est rivaux entre hommes, donc être rivaux entre hommes et femmes, c'est beaucoup. Non, mais tout ça est très sérieux. C'est pas du tout... moi j'essaye de rire un peu parce que à force d'avoir lu des trucs là-dessus, mais c'est intéressant parce qu'on voit que à chaque fois quand je dis ça pense,
on voit que ça pense, quoi. C'est pas uniquement passionnel, hystéro, voire justement de petits combats. Non, ce sont des questions qui sont chaque fois structurées dans la création de la vie sociale. Donc, pour revenir un peu au conservatoire et ce qui se passe un peu en ce moment avec donc, cette enquête qu'il y a eu sur les écoles d'art, la formation qui s'ensuit pour nous, qui est réalisée par le cabinet EGAE de Caroline Dehaas, et voilà, donc sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Dans ces contextes-là, comme ça a été le cas pour MeToo, on parle souvent à partir de l'idée de consentement. Et on aimerait aborder avec vous cette question parce que vous dites que dans une interview que consentir, c'est peut-être choisir ou accepter, vouloir ou subir. En quoi cette notion de consentement est si complexe ? Pourquoi est-ce que c'est jamais abordé sous l'idée du refus de consentir ? Et peut-être, Lila, tu as un extrait de... Non ? Tu n'as pas un extrait de Féminisme et philosophie ? Non ? Mais sinon, je vais me débrouiller avec votre question. Allez-y. Parce que je voudrais répondre 3 choses. Je voudrais répondre sur le mot sexisme, sur le mot consentement, et j'ai écrit un livre sur le consentement, je vais vous dire, et puis sur MeToo. Alors, sexisme d'abord, parce que dans Cressel, il y a une définition, et moi, je me suis permise depuis il y a 3-4 ans déjà, et le texte est dans Féminisme et philosophie, parce que j'étais sur le blog Libération de Philo. Libération, il y avait un R majuscule au milieu de Libération. Donc il y avait un blog, et il m'avait invité, et j'avais fait un texte à propos des caricatures de la ville de Danemark qui avait été mise en cause, etc., juridiquement, de reprendre le mot discrimination. Vous l'avez dit tout à l'heure, le mot discrimination pour définir sexisme, moi je dis que ce n'est pas le bon mot. Alors il faut que j'explique pourquoi. Et donc dans ce texte qui se retrouve dans Féminisme et philosophie, je dis que le sexisme c'est de la disqualification. C'est extrêmement important ma distinction. Donc je milite fermement parce que j'avais regardé toutes les définitions de sexisme, notamment parce que c'est un mot très récent, des années 60, sauf que dans les institutions, si vous voulez, nationales et internationales, il a été défini, depuis que moi je me suis trouvée un moment parlementaire européenne, donc j'ai été confrontée à ça aussi, c'est pas de la discrimination. Le mot discrimination, moi je l'ai identifié il y a longtemps, c'est un néologisme français de 1877 qui vient du latin discriminen, c'est-à-dire séparer en jugeant. Vous discriminez, vous séparez. La discrimination positive, c'est prendre catégorie. Donc la discrimination a un rapport avec la question de l'égalité, donc et de la démocratie. C'est pour ça que je citais sa date de néologisme. C'est récent, mais récent de ces 150, 200 dernières années. Le sexisme, c'est pas de la discrimination, parce que c'est pas seulement lié à notre époque de ces 2 derniers siècles. Comme je dis, le sexisme, ça traverse les siècles. C'est-à-dire, c'est de la disqualification, au sens aristotélicien du terme, si vous voulez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de la même qualité que moi. Vous êtes alors inférieur, et du coup, je peux vous discriminer. Donc, par voie de conséquence, je peux, puisque vous n'êtes pas de la même qualité que moi, vous discriminer. Mais c'est une conséquence de la disqualification. Et moi, en tant que femme, j'ai vécu des moments sexistes. C'est ce que tu fais, même par exemple, ce que tu fais là, ton travail par rapport à mes copains philosophes. Bon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un truc à la mode, elle fait un truc, ça doit avoir avec le militantisme et tout ça. On me disqualifie le travail. Mais après, on peut me discriminer, me refuser une promotion au CNRS. J'ai des petits copains qui ne se sont pas gênés là-dessus. Parce que, oui, elle publie beaucoup, elle voyage beaucoup, mais c'est militant ce qu'elle fait. C'est pas de la recherche. Voilà. Bon. Des directions supérieures ont rectifié ce genre de discrimination. Mais voilà, le sexisme, c'est de la disqualification. Vérifiez, vous verrez, elle n'est pas de la même qualité que moi, en tant qu'être humain.
Ça, c'est la première chose. Sur le consentement, alors c'est une longue question pour moi, je vais essayer de faire vite. Il se trouve que j'ai fait un livre sur le consentement en 2007, donc bien avant MeToo, 10 ans avant, et dont, avec le Seuil, on avait décidé, parce qu'il était épuisé, de le réimprimer au printemps 2017. Il est sorti la semaine de MeToo. Et on m'avait demandé d'ajouter un texte, que j'ai fait un épilogue qui s'appelle « Et le refus de consentir ?» point d'interrogation. Donc c'était juste une blague. Donc j'ai été très très concernée par les débats sur MeToo parce que j'étais le bon objet médiatique puisque je ressortais un livre sur le consentement. Le consentement, si on le prend sur 3 siècles, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient un terme qui va naître notamment autour de la question du divorce et du consentement mutuel. Peut-on autoriser le divorce? C'est une grande bataille de ces 3 derniers siècles. Et si on l'autorise, peut-on autoriser le consentement mutuel? C'est-à-dire 2 personnes qui disent « j'ai plus rien à faire, on n'a plus rien à faire ensemble, on se quitte ». Comme disait Milton, le poète au XVIIe siècle, il y a un défaut de conversation. C'est pas l'adultère le problème, c'est pas le sexe, il y a plus de conversation, donc il est temps de reprendre de voix séparées. Donc cette histoire du consentement liée à la question d'égalité m'a énormément intéressée. Je la fais courte. Mais ce qu'on découvre dès le XVIIe siècle, parce que le mot est très important par ailleurs chez les Romains, mais c'est encore une autre affaire, c'est qu'il y a évidemment deux définitions d'entrée de jeu. Je consens parce que je veux et je consens parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, et ça vous l'avez dans la question du mariage, vous l'avez dans la question du rapport entre générations. Est-ce que les parents, parce qu'il y a de l'asymétrie, est-ce qu'ils consentent à, est-ce que l'enfant consent à, etc., etc. Donc on va avoir les 2 définitions qui vont se retrouver tout le temps et qui font cette espèce d'ambiguïté ou de magma finalement autour du mot consentement. Donc moi, avant même MeToo, parce que moi je m'étais intéressée à cette question pour une raison autre, qui était que dans les années 90, il y avait un débat permanent entre consentir à la prostitution et consentir à porter le foulard. Est-ce que les femmes qui portent le foulard sont libres? Ah non, disaient des copines, elles ne sont pas libres. Donc, et d'autres disaient, mais si, je sais ce que je fais. Bon. Et donc, le consentement, puisqu'elle consent, où est le problème, qui était un élément du débat, moi je me suis dit, en tant que philosophe et en tant aussi que dans la période politique que j'ai eue de délégué interministériel puis d'élu au Parlement européen, donc ça ne pouvait pas me suffire. Ça ne pouvait pas être le consentement individuel, il fallait que ça soit un consentement collectif. Et le consentement est un consentement collectif. Je vous signale que vous consentez à l'impôt. Hein? Donc ça, c'est une démarche qui est une démarche collective et pas une démarche individuelle. Donc ce mot-là sert à tout ça. On consent au contrat social. Donc à partir de là, je m'étais posé la question de savoir si on pouvait dire que c'était un argument politique, le consentement. Je ne réponds pas dans mon livre. Là, c'est là où la bonne éducation philosophique marche toujours. On n'est pas obligé de donner une réponse ou une solution à la fin du livre. Donc je ne répondais pas, mais j'avais déjà décidé avant MeToo que le mot consentement n'était pas bon pour décrire toute cette question-là, et que le mot volonté ou le mot... Alors ce que j'ai proposé après en 2018, c'est de prendre le mot accord. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Parce que le mot consentement, c'est ce qui fabrique cette prétendue et cette stupide expression de zone grise, qui veut strictement rien dire. Il y a la zone grise où on ne sait pas, elle consent pas, oui, mais finalement, elle consent quand même. Je peux sauter dessus puisque elle n'a pas dit non. C'était dans le Monde que j'avais trouvé ça. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Donc c'est très mauvais cette histoire de consentement et de zone grise. Donc moi, désormais, je propose de sortir de ce terme consentement. Mais je comprends que ça alimente la discussion. Hein. Moi-même, je suis très contente d'avoir fait ce travail d'aller piocher dans 3 siècles d'histoire sur ce que c'était que la généalogie du mot consentement. Et voilà, mais c'est un mot qui est d'une complexité extraordinaire. Et en ce sens passionnant par ailleurs. Ah oui, MeToo. Alors, MeToo, je voulais dire un mot, merci de me le rappeler. C'est parce que MeToo, moi alors, comme les journalistes me sont tombés dessus à cause de tout ça, la reprise de ce livre et tout, ils m'ont tout de suite dit, alors c'est un soufflet, ça va retomber.
Et moi, avec ma connaissance, disons, de l'histoire du féminisme ou de la pensée féministe sur quand même pas mal d'années de textes, je dis non. Moi, j'ai pas attendu 24 heures pour comprendre que c'était un raz-de-marée, avec des choses positives ou négatives, on dit en France, ça n'a pas fait tomber, mais en même temps, moi, j'ai quand même passé mon année à débattre de cette question-là. Donc, j'ai été requise tellement, j'ai du mal à penser que ça n'a pas pris en France, parce que je ne pouvais plus rien écrire ni faire d'autres choses, puisqu'on me demandait sans cesse de faire des choses autour du consentement. Et ce qui m'est apparu tout de suite, c'est que MeToo, c'est la révolte du corps collectif, et non pas du corps individuel. Alors, je vais essayer de dire 2 mots là-dessus. J'avais réussi à faire traduire en 2010 le texte d'une anglo-saxonne qui s'appelle « Le contrat sexuel », qui est paru à La Découverte, malheureusement désormais épuisé. Et ce texte, donc, qui est paru en 2010, que j'avais, depuis les années 90, un séjour aux États-Unis, cherché à faire publier en France, est très intéressant parce qu'il dit que sous le contrat social, il y a un contrat sexuel qui est implicite. C'est-à-dire que les penseurs du contrat social, Locke, Rousseau et les autres, ont pensé effectivement la construction. Enfin, moi, chez Rousseau, je trouve, et chez Locke, on trouve, moi, à force de creuser, je trouve des choses. Mais sinon, c'est implicite. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de la relation entre les sexes, et notamment de ce qu'on appelait le patriarcat, c'est-à-dire de la domination masculine, de l'idée que le père est le propriétaire du corps de son épouse, ou du corps de sa fille s'il la marie sans son consentement, etc., etc. Bref, que tout ça n'a pas été repensé au moment de penser le contrat social. Donc c'est resté un implicite du contrat social, donc c'est resté sous la forme archaïque de la possession et de la propriété. Je distingue propriété et possession, notamment je l'ai fait à propos de la pièce de théâtre qu'a montée Stéphane Braunschweig à l'Odéon il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, où tout le monde s'est dit mais c'est MeToo, c'était l'école des femmes, et pas du tout. C'est là, au XVIIe siècle, les femmes sont encore la propriété des hommes, ce que les femmes ne sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons être l'objet d'une possession, mais pas d'une propriété. Moi, je vous engage vivement à faire cette distinction. Je la fais dans un entretien parce que j'ai un numéro, je vais faire un peu de pub, j'ai un numéro spécial de Théâtre Public, qui est une revue Théâtre Public, où je suis l'invitée principale, c'était le numéro de cet été, et donc je reprends cette distinction dans l'entretien que j'ai fait pour ce numéro, et c'est très très important parce que c'est ça qui a bougé, mais néanmoins ce qui n'a pas bougé, c'est la représentation d'un corps collectif qui était à la disposition des hommes. Et c'est ce que MeToo a montré, et donc c'est ce que j'essaye de raconter dans les textes dans certains textes qui sont repris, que j'ai donc fait au moment de MeToo, puisque j'ai été quasiment convoquée par cette question-là. Et c'est très intéressant parce que, au fond, on a 2 siècles derrière nous, si on prend l'Europe et notamment la France, on a 2 siècles d'inclusion, de demande de droits. Droit civil, j'ai le droit de tester, j'ai le droit de témoigner, j'ai le droit de gagner mon salaire, j'ai le droit d'avoir un compte en banque, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, etc., etc. Puis on a les droits politiques, la citoyenneté, et puis on a les droits économiques, ça c'est beaucoup l'Europe qui essaye de se battre pour l'égalité professionnelle. Puis on a l'égalité dans la famille. Par exemple, partage de l'autorité parentale en France depuis 1970. Avant, sinon, c'est le droit du père. Et partage du nom, donc partage du nom pour la transmission du nom, c'est il y a moins de 20 ans. Donc, les droits acquis, ce n'est pas les droits parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils sont appliqués, ça ne veut pas dire qu'on va perfectionner les lois. Et ce qui apparaît avec MeToo, c'est que ça n'a pas changé la question du corps. Alors bien sûr, on a eu le droit au divorce, qui est un droit du corps, pour les femmes notamment. Quand on instaure le divorce sous la Révolution française en 1792, rapidement les hommes disent « Ah, mais c'est surtout les femmes qui s'en servent !» Ben oui, les hommes, ils quittaient le foyer, ils quittaient le domicile conjugal, et au fond, ils avaient des moyens de divorcer sans divorcer. Pas les femmes. Et on le sait encore aujourd'hui avec les familles monoparentales, et bien sûr, c'est-à-dire qu'elles ont les enfants à charge. Donc, on se rend compte que la liberté est acquise par des droits du corps. Je dirais divorce, contraception, avortement, loi contre le viol, vous le savez sans doute pas, mais jusqu'en 1980, le viol est un délit et pas un crime. Très important cette date-là. Nous, ma génération, on est descendu dans la rue toutes les années 75-80 là-dessus.
Donc la loi change. Et par exemple, Gisèle Halimi, dont vous avez entendu parler cet été, quand deuxième procès emblématique après celui de l'avortement, qui est celui du viol de 2 campeuses dans les Calanques de Marseille, donc ça doit être 78, un truc comme ça, ça va être emblématique d'une demande de transformation de la loi. Parce que si c'est un délit, ça passe en correctionnel. Si c'est un crime, ça passe aux assises. Alors c'est pas parce qu'il y a moins de 10% de plaintes de viol, je ne sais pas combien, qui passent en assises, que ça ne veut pas dire que la loi est là, mais seulement depuis 1980. Donc ça, ce sont des droits individuels du corps. Ce que MeToo a mis sur la table, c'est le droit collectif. C'est comme si vous aviez un impensé, comme un retour de refoulé ou un implicite, où c'est un corps collectif. Là, c'était pas... c'est le corps qui est dans le multiple tout le temps avec MeToo. Il y a, je sais pas, on en est à 80 femmes à propos de Weinstein. Je sais pas, il y a eu une nouvelle plainte cette semaine qui est tombée en Californie. Je crois qu'on en est à 80, un truc comme ça. Bon, donc on est dans le multiple. On est dans le multiple, donc on n'est pas dans la plainte individuelle, quel que soit après le récit de telle ou telle plainte, prenons Ramadan ou de plein d'autres qu'on a vu passer. Donc c'était la grande différence avec DSK ou même avec Baupin. Baupin, c'était le multiple, mais c'était encore dans un espace politique. Là, c'est un espace global. Donc, c'est ça, MeToo. C'est un corps collectif, c'est-à-dire une pluralité qui peut s'exprimer dans l'espace public pour dire le corps des femmes n'est pas en situation d'égalité avec le corps des hommes. Après, ça se décline sur le mode harcèlement, viol, violence conjugale, féminicide, etc., etc. Mais moi, les féminicides, quand j'ai passé une année de déléguée interministérielle aux droits des femmes, 97-98. La question de la violence à l'encontre des femmes, c'était peut-être le dossier que je connaissais le moins bien. Je n'avais jamais travaillé sur ces questions-là. Mais c'est là que j'ai découvert qu'une femme était assassinée tous les 2 ou 3 jours. Pourtant, j'étais déjà présidente du conseil scientifique de l'enquête sur les violences faites aux femmes, mais je n'avais pas réalisé. Et donc on le dit aujourd'hui publiquement, c'est même écrit dans la rue sur les murs, mais on le sait depuis des années. Donc l'intérêt de MeToo, c'est comment ça devient une affaire publique, qui appartient à la chose publique, c'est-à-dire à la res publica. C'est ça l'intérêt de la chose. Mais ça, c'est parce que c'est pluriel et un corps, ce que j'appelle moi le corps collectif. Donc c'est pas tel ou tel corps. Tandis que sur les droits antérieurs, ça restait 1 + 1 + 1 + 1. Oui, je peux avorter, oui, j'aurai les enfants que je veux. Voilà, c'est ça qui change avec MeToo. Et c'est pour ça que c'est un raz-de-marée. Et c'est pour ça que ça continue et que ça n'arrête pas. Et que ça démarre dans la musique aujourd'hui, un peu plus que sans doute ces 3 dernières années. Mais voilà, c'est parce que de ce point de vue-là, c'est politique. Moi, je pense que le féminisme, c'est une question politique, mais il y en a beaucoup qui en doutent. Et ça, c'est clairement une chose politique. Ah, une question, super. Vous pouvez faire passer le micro. C'est ça. Ok. Ah, Okay. Alors, oui, il ne faut pas toucher le micro. Ça va peut-être être une question un peu naïve, mais est-ce que vous auriez une explication et déjà, est-ce que vous partageriez ce constat ? Moi j'ai l'impression que dans nos milieux artistiques et musicaux particulièrement, vraiment le sexisme fait rage, vraiment, enfin, c'est très sévèrement et très bêtement. Et alors que voilà, des gens comme ceux qu'on a cités, c'est des gens cultivés, qui ont accès au savoir, aux livres. Et je sais que c'est pas une explication, mais je comprends pas quand même comment c'est possible. Est-ce que vous auriez une lumière sur comment s'en sortir de là, quoi ? Et non, moi j'ai jamais de solution. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais alors peut-être juste une explication. Et une autre petite question. Vous avez dit tout à l'heure que le coup du génie, c'était bon. On avait balayé ça. Non, mais il a perdu de sa pertinence. Il a perdu de sa. C'est un métal qui a été démonétisé. Ouais, alors ici, par rapport à Muse. Ici, sous ce toit-là, il a quand même encore un peu de tranchant. Est-ce que vous voudriez bien enfoncer un peu le clou pour nous aider, pour nous donner des billes, quoi ? Voilà. Alors, sur la dernière question, moi, ce qui se passe avec moi, c'est la durée. C'est-à-dire, comme j'ai commencé à lire les textes ça fera 50 ans, dans 2-3 ans, j'en ai lu beaucoup. Donc, ça remonte de manière empirique.
où je vois bien que le mot n'a pas été employé autant qu'est employé le mot. Moi, je parle d'une muse inoxydable. Non, mais je l'attendais, là, quand elle est morte, Juliette Gréco, je me suis dit, bon, ça y est, on est bon, on aura la muse. Moi, je l'ai trouvée, à propos de Thatcher, et je le cite, hein, elle a été la muse des Beatles. Oui, ce qu'elle a fait. Donc, on s'en sort pas. Génie, on va pas la voir comme ça. Génie, on va pas le retrouver sous le sabot du cheval, quoi. Hein. On va pas le retrouver dans n'importe quelle émission de radio qui va vite fait. S'il y a un mort, s'il y a quelqu'un qui meurt, on va pas dire ce mec était génial. C'est pas vrai. Tandis qu'on va dire cette femme était une muse. Parce que c'est sexiste. Hein, c'est une façon de neutraliser la créativité de quelqu'un comme Juliette Gréco, qui était immense. Quand moi j'ai regardé le documentaire qui est passé, assez passionnant. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais une différence. Maintenant, qu'il y ait encore dans des écoles comme ici du génie, et que par ailleurs il y a des gens qui sont géniaux, moi j'aime bien l'adjectif, hein, parfois l'adjectif c'est pas mal. Moi par exemple par rapport à genre, je préfère genrer que genre. Genrer fonctionne vachement bien. Pour dire c'est une chose genrée. Genre, c'est plus compliqué parce que, je l'ai écrit dans un petit livre qui est là d'ailleurs, Les excès du genre, soit c'est un concept et c'est au singulier, soit c'est au pluriel et c'est très bête parce qu'on retrouve le masculin et le féminin. Même si on a 5 genres ou 40 genres maintenant, néanmoins on retombe facilement sur homme-femme, masculin-féminin quand on dit les genres. Et ça m'exaspère, on n'a pas fait tout ce travail pour revenir au point de départ, quoi. Normalement, ça doit être un concept, et dans ce cas, ça quitte l'empiricité de la dualité. Donc, voilà. Donc, on aura plus facilement génial que génie. Peut-être ça pourrait être un morceau de la réponse, et vous pourriez voir à l'appliquer ici, voir ce que ça donne. Maintenant, je connais mieux d'autres milieux que le milieu de la musique, malheureusement. Alors, sur la première question, d'abord, comme on dit, c'est systémique. Le machisme est systémique. C'est-à-dire, c'est systémique, c'est-à-dire ça revient tout le temps. C'est là, ça fait système. Même si on ne parle pas de structure de domination masculine, moi j'aime bien l'adjectif, là encore, de systémique, c'est-à-dire on vit dans ce monde-là. Je vais vous prendre un exemple dans 2 secondes. Donc, si vous voulez, ça demande un travail de longue haleine. Moi, j'aime pas beaucoup dire il faut éduquer, tout ça. Moi, je suis pas très... j'ai jamais voulu être prof, j'aime pas trop la question de l'éducation, enfin ça me gêne un peu. Bon, parce que pour des raisons biographiques, mais c'est vrai que ça met longtemps. Je vais vous prendre un exemple qui touche aussi une question de la musique, c'est le fameux « Où sont-elles » ? Où sont les chefs d'orchestre, par exemple ? Moi, quand j'étais donc cette déléguée interministérielle en 97-98, pour le 8 mars 98, j'avais pris comme slogan « Où sont-elles » ? Parce qu'avec la parité, la question se posait pour moi, la philosophe, qui est de faire des mathématiques. C'est-à-dire de dire, j'arrivais dans une salle et où ils étaient les hommes, hein, où étaient les femmes. Donc, il fallait faire des mathématiques. Seul le chiffre fait preuve, c'était un de mes slogans. C'est-à-dire, il y a combien de femmes ? Donc là, on rentre dans des choses techniques. Cette technique, mise en place dans ces années-là, fin du XXe siècle, et notamment avec moi et avec d'autres, c'est aujourd'hui qu'elle est vraiment efficace. Donc ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans pour qu'on ait ce réflexe de dire où sont-elles. Quand on est dans une assemblée, quand on est dans une production, quand on est... là, on l'a vu à propos de l'épidémie. Moi, j'avais découvert ça en 2001 quand il y a eu l'effondrement des tours de New York. C'est que, toutes les femmes ont disparu des plateaux. Ah, c'est grave, la chose est importante, faisons appel aux hommes. Ben, vous avez ça hein, depuis 6 mois. Et on a beau l'avoir dénoncé cet été, ça continue. Mais regardez, c'est extraordinaire. Ils ont un mal fou. Alors qu'on peut, parfois, dans des grands services, des grands hôpitaux parisiens, j'ai un exemple en tête, être soigné uniquement par des femmes chefs de service, super spécialistes, etc., etc. Mais sur les plateaux, en ce moment, il faut des hommes. Parce que la guerre est déclarée, l'affaire est grave. Et en 2001, c'était pareil. Donc il faut du temps pour ces choses-là. Et sur dénoncer le petit sexisme quotidien, parce que c'est de ça dont vous parlez. Je vais vous donner un exemple très récent qui m'est arrivé. Je vais à une projection, où je suis invitée par le réalisateur récemment,
Et il me voit, il m'avait pas demandé de prendre la parole, mais tout d'un coup, je l'entends dire bon, Geneviève qui est dans la salle prendra la parole après le film. Bon, j'ai envie de lui faire plaisir, son film est super, ok. Il avait invité 2 hommes. Donc les 2 hommes parlent, et puis donc j'ai la parole, je la prends, je développe des trucs, et puis un homme reprend la parole et dit « Geneviève Fraisse a raison », au lieu de dire « je suis d'accord avec Geneviève Fraisse ». Voilà, Geneviève Fraisse a raison. La petite là, elle a raison. S'il m'avait respecté à égalité, il aurait dit « je suis d'accord ». On a le même âge, on a des parcours scientifiques et intellectuels et publics analogues, mais il est supérieur à moi. Donc il me donne raison. Ben moi je m'en fous, je n'ai pas besoin qu'il me dise que j'ai raison. Ça va, je pense par moi-même. Et s'il est d'accord avec moi, ben tant mieux, c'est un cadeau. Mais il ne va pas me faire ce cadeau. Il va me donner un satisfecit. Voilà. Vous voyez, ça, à moi, à mon grand âge. Et c'était au mois de septembre 2020. Donc voilà, donc ça, j'ai rien dit. Voilà, premier point, j'ai rien dit. Mais je le raconte. Il y a 10 ans, 20 ans, je ne l'aurais même pas raconté. Ça aurait été mon quotidien, mon truc. Je ne l'aurais même peut-être pas entendu. Donc ça, c'est un travail non pas d'éducation, c'est un travail de visibilité, des petits rouages comme ça. Comme celui qui dit, ben non, mais alors si elle a un enfant, elle ne pourra pas être chef d'orchestre. Il y a plusieurs questions. Oui, vous m'entendez? Oui, du coup, tout à l'heure, vous disiez ne pas employer le substantif patriarcat, et vous disiez que vous alliez expliciter. Donc, je n'ai pas explicité, oui. Oui, il me semble. Je peux le faire, vous avez raison, c'est important. C'est justement précisément aussi à partir de cette lecture que j'ai faite de ce livre que j'ai enfin réussi à faire traduire 20 ans plus tard, là, de Carole Patman, Le contrat sexuel, qui elle l'emploie énormément, parce que, en fait, ce qui s'est passé au moment du contrat social, c'est à partir du XVIIe siècle, c'est pas la reconduction du droit du père, puisque le problème, c'était pas le droit du père, parce que dans patriarcat, ce qui m'embête, c'est qu'il y a le mot père. Et en fait, ce que ça va devenir avec la démocratie, sans que je veuille, moi, contrairement à d'autres qui l'ont utilisé, créer le terme fratriarcat, ce sont les frères qui vont prendre le pouvoir avec la démocratie. On est dans une société de frères et non pas de pères. Et le père a progressivement, dans cette société, la mienne, dans ce pays, le mien, perdu de son pouvoir juridique. Il est obligé maintenant de le partager avec la mère. Donc le mot patriarcat m'a gêné de ce point de vue-là. En disant, ce mot me gêne parce qu'il laisse entendre quelque chose d'archaïque sur la question du père, même si aujourd'hui du comportement patriarcal, il y en a encore un peu partout dans des espaces, des familles, des appartements. Mais c'est important de montrer que sur le plan de l'évolution juridique des sociétés à contrat social, c'est pas du patriarcat. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas du pouvoir masculin. Mais c'est pas du patriarcat. Après, j'ai dit tout à l'heure, je le réutilise, mais je le réutilise plus comme insulte. C'est-à-dire quand on en a vraiment marre, quoi. Et là, alors là, j'oublie que c'est un rapport avec le mot père, et c'est vraiment écrasant, quoi. Donc là, c'est plutôt sur le mode complètement imaginaire. Enfin, il y a plus de ça. Mais la question, c'est comme moi, par exemple, je fais une association d'idées. J'ai beaucoup de mal avec le terme fraternité. Pourquoi? Et ça, je l'ai dit et écrit dans différents textes et émissions, conférences. C'est que fraternité n'est pas un principe de la démocratie, hein, contrairement à égalité et liberté. C'est, disons, on va pouvoir dire un principe de la République, où c'est parce que pourquoi le mot fraternité me gêne? Précisément à cause de son rapport très concret au mot frère. Moi, j'ai du mal à vivre en fraternité. Parce que j'entends la question des frères, peut-être parce que j'ai vécu des histoires de frères quand j'étais petite qui m'ont énervée, mais pour le dire gentiment.
Donc le mot fraternité est très gênant. Mais on doit, faut pas que je le dise. C'est pas grave si je le dis, parce que c'est pas un principe de la démocratie. D'ailleurs, il est instauré vraiment à partir de 1848 pour ce qui est de la France. Oui, bonjour. Bonsoir. Deux choses sur. D'abord, juste pour rebondir, mais ça me paraît important sur ce que vous disiez sur pour toutes. Parce que vous disiez qu'une aristocratie libérale n'était pas gênée par le fait que quelques-unes puissent cultiver tout ça. Et je trouve que c'est... ça fait beaucoup penser à ce qu'on appelle le féminisme bourgeois et dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le truc du plafond de verre. Et je trouve que dans la musique, on l'a beaucoup. D'ailleurs, Mantovani, quand il avait répondu à ça, il nous avait fait une lettre à tous les élèves du CNSM qui commençait en disant que cette interview avait été tronquée. Sa lettre commençait par de la même manière qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas de sexisme, il n'y a que machisme, il n'y a que des preuves de machisme. Et il disait, ben non, j'ai une amie qui est metteuse en scène, qui est chef d'orchestre. Mais oui, j'ai un ami noir. Hein. Exactement. Et à qui j'ai fait diriger des opéras et tout ça. Et donc on a un peu ce truc du plafond de verre avec 2-3 personnes qui vont servir de caution. Et je trouvais ça intéressant que vous en disant Alors vous dites plusieurs choses. Quoi. Vous dites plusieurs choses en même temps. D'abord, c'est sûr que moi, c'est pour ça que seul le chiffre fait preuve fait partie aussi du pour toutes. Et pour ça que je reprenais l'histoire du Où sont-elles, parce que la SCAM, la Société des auteurs, l'a repris il y a une dizaine d'années. Ça a été dans le milieu de la musique aussi. Moi, j'étais il n'existe plus là le centre de documentation de la musique. On a fait un colloque il y a quelques années. Ah, maintenant il est là. D'accord. Bon, ben on a fait un livre d'ailleurs qui il y a 2 années qui a très bien marché. J'avais participé à ce colloque sur les femmes et la musique, etc. Mais pourquoi je disais ça? Parce que il faut donc le pour toutes, le chiffre fait partie du pour toutes. C'est-à-dire l'exception. C'est-à-dire l'exception fait règle en démocratie. Point barre. De temps en temps, moi, la philosophe, l'intello, la machin, j'ai des slogans. Hein, j'en avais un autre aussi de l'époque, dans mon époque obligée politique, c'était l'égalité pousse pas comme l'herbe verte. Il n'y a pas d'égalité sans contrainte. C'est pas que j'étais pour ou contre les quotas, je m'en fous. C'est que depuis quand il y a d'égalité sans contrainte? Non, il n'y a pas d'égalité sans contrainte. Et depuis l'enseignement, depuis l'instruction obligatoire. Ça n'existe pas, l'égalité sans contrainte. Bon, ça c'était moi parce que je réponds toujours de biais à côté au grand débat. Donc le débat sur féminisme bourgeois, etc., on peut le laisser de côté parce qu'il faut l'attaquer autrement. Alors, je trouve qu'il revient... Encore une histoire, j'ai fait un autre truc que j'ai fait à la fin des années 70. Mon premier livre, c'est sur le service domestique. C'est-à-dire comment des femmes utilisent d'autres femmes pour pouvoir s'émanciper. Mon livre, il ressort en poche là, à la rentrée 2021, mais c'est quand même la question que je posais, c'est-à-dire comment la question du viol et du harcèlement, c'est transversal. Voilà. C'est bourgeois quand il y a une tribune qui dit qu'elles sont pour la liberté d'importuner, elles n'ont jamais pris le métro à 7h30, 8h du mat, sur la ligne 13 si possible. Donc voilà. Donc ça c'est bourgeois. Mais le féminisme n'est pas bourgeois en tant que tel. Voilà. Il peut l'être dans des manifestations particulières. En revanche, la question que vous posez qui est structurelle, c'est structurel pour moi. C'est-à-dire l'intérêt de la démocratie, c'est le pour toutes. Et quand je dis le pour chacune entend le pour toutes. C'est-à-dire toute femme peut devenir artiste si elle veut. Sauf que ce n'est pas la même chose que d'avoir une carte d'électeur. C'est ça la différence. Mais c'est les deux fils rouges que moi j'ai tirés à partir de l'analyse que j'avais faite de la démocratie exclusive et donc de la Révolution française. Il y a le fil du pour toutes. Si on les empêchait d'apprendre à lire, elles ne deviendraient pas citoyennes, ni d'ailleurs, autonomes économiquement, ce qui est le vrai sujet de notre culture aujourd'hui, c'est l'autonomie économique des femmes, c'est plus la citoyenneté, etc. Et de l'autre côté, c'était, mais si elle veut être poète, elle a le droit d'être poète. Si elle veut écrire des livres, alors les débats qu'il y a eu autour de la femme auteure, c'est hallucinant au début du 19e siècle. Et finalement, on acceptait si jamais c'était pour nourrir les enfants, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de subsistance, etc. Des trucs comme ça. Mais donc, c'est pour ça que j'ai pris le pour toutes et le pour chacune, que je développe. En fait, j'en ai fait l'introduction du livre La sexuation du monde qui est là, que j'avais fait aux presses de Sciences Po en 2016, parce que j'ai mis des textes, précisément, il y a la partie sur le pour toutes et la partie
sur le pour chacune. Ça va ensemble, évidemment. Ça va ensemble, évidemment. Mais le pour toutes, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont dans le même bateau, au même endroit. Ça veut dire que la question de la domination, et pourtant, et MeToo en est un exemple parfait. Parce que personne ne s'est employé à dire « Ah, c'était des grandes artistes et des grandes stars qui ont lancé MeToo ». Mais vous savez pourquoi ? Pas parce que c'était un problème de bourgeoise qu'on avait marre de se faire sauter par le premier producteur venu. Non, c'est parce qu'elles avaient les moyens économiques de prendre la parole sans perdre ce que des femmes perdent dans les féminicides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens économiques, c'est-à-dire finalement de se faire trucider. Mais ces femmes ont pris la parole à plusieurs, mais en ayant un confort économique. Et ça, moi, je l'ai compris puisque j'ai une vie de fonctionnaire. Donc je pouvais écrire des trucs et me faire emmerder par mes collègues au CNRS, mais ils ne pouvaient pas m'enlever mon salaire. Donc j'avais le moyen de subsistance. Donc j'avais l'autonomie de pouvoir continuer à écrire ce que j'écrivais. Mais si je n'avais pas eu ça, si j'avais eu des CDD au CNRS, comment j'aurais pratiqué les choses ? Donc voilà, la fonction publique, malheureusement, vous appartenez à une génération, vous allez voir se déliter la fonction publique, ça me rend malade, mais ça a été une chance générationnelle extraordinaire. Je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si je n'avais pas eu une certitude économique. C'est clair. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce que vous disiez au début, quand vous disiez pas forcément combattre la domination, mais penser et faire autrement. Et parfois, quand même, combattre la domination, c'est la condition quand même pour pouvoir faire et penser autrement. Et je trouve que ce que je trouve dans ma vie de femme, que ce que je trouve difficile, c'est la lutte qu'il y a toujours entre. À la fois, on veut revendiquer des choses, donc revendiquer, c'est en tant qu'on est opprimé et qu'on revendique voilà. Donc on veut revendiquer des choses, donc se placer dans une situation d'opprimé, et en même temps, on aimerait nier ça et dire non, moi je peux faire comme toi, pour prendre un exemple très concret. Oui, mais là vous prenez des extrêmes caricatures. Oui, non, mais par exemple, je me suis retrouvée enceinte jusqu'au cou à dire non, c'est bon, je peux faire la tournée, rentrer en bus à 4h du mat', parce qu'en fait, il faut choisir entre où revendiquer des droits. C'est-à-dire dire, non, tout le monde devrait s'organiser autour du fait que je suis enceinte, que j'ai mes règles, que je ne sais pas quoi. Et en même temps, la volonté au contraire de dire, non, c'est pas parce que je suis enceinte, j'ai mes règles. Ou oui, je sais mais pas là, quoi, vous êtes sur une position morale en train de dire, l'image de moi je vais y arriver, etc. Mais non, il faut faire de la stratégie. Eh bien oui, mais travailler à partir de l'émancipation, c'est réfléchir à la question de la stratégie. Qu'elle soit individuelle, collective, intellectuelle. Moi, par exemple, c'est très intéressant parce que il faut pas être sur une position justement d'individualité qui serait combattante ou résistante ou ignorante du monde dans lequel je vis. Mais là, on perd son temps. Moi, c'est de la perte de temps pour moi, ça. Comment vous faites ? Je fais de la stratégie. Je fais ça toute ma vie. Bon, passons sur la blague, mais stratégie, c'est un terme très sérieux. Pourquoi ? Je citais tout à l'heure le fait que j'avais travaillé sur les femmes de 1848 et que c'était mon premier texte dans le numéro 1 de la revue des Révoltes logiques qu'on a fait avec Rancière. Et je l'avais sous-titré « Féminisme et moralisme ». Pourquoi ? Parce que les femmes de la Révolution de 48 qui font un quasi-quotidien pendant les 3 mois de la Révolution, il faut le faire, hein. Moi, ça m'avait frappé, puisque nous, en 68, le féminisme n'était pas là, et puis que je connaissais aussi un peu des trucs de la Révolution. Et pourquoi je l'intitule Féminisme et moralisme ? Parce que, comme elles viennent à la suite des saint-simoniennes, des femmes saint-simoniennes des années 1830-1840, qui ont été dans les utopies et qui se sont fait un peu massacrer par leurs camarades hommes saint-simoniens. Et donc, elles vont dire, on ne va pas être comme ça, un peu éblouissantes, etc. Elles avaient plein d'arguments qui étaient... le grand ménage mal administré de l'État. Vous allez voir, on va être les ménagères du grand ménage, qui est l'État. Donc elle fournissait... alors moi, c'est pas du tout la carte que j'ai pu jouer, parce que grâce au ciel, c'est 150 ans plus tard. Mais l'idée qu'on fait des stratégies, et que dans ces stratégies, puis on pense stratégiquement parlant, pour faire des démonstrations d'émancipation, parce que si on veut se coller, lisez sur la critique de l'analyse de la domination, il faut surtout lire Rancière, hein, parce que moi j'ai un différend avec lui que j'explique justement dans un long papier que j'avais dû faire sur lui et qui est dans la sexuation du monde, sur émancipation versus domination, et qui est sur ma page Academia, je crois,
qu'il est toujours en ligne sur ma page Academia, et academia.edu, vous devez connaître. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que lui, il peut faire l'économie de l'analyse de la domination à partir de l'émancipation sociale, ouvrière. Et moi, avec la question des femmes, je ne peux pas. C'est-à-dire, non pas que je fais l'analyse de la domination, mais je suis obligée de la pointer du doigt. C'est une grosse différence qu'il y a entre nos travaux respectifs et dans la discussion qu'on a pu avoir ensemble plus d'une fois, c'est que moi, je suis obligée d'identifier la domination. J'identifie, mais je vais pas passer mon temps avec. Et je vais vous dire, tout à l'heure, je l'ai évoqué très vite, mais ça a été une des polémiques que j'ai faites dans le petit livre qui s'appelle Les excès du genre, sur quand les femmes des années 2000 se sont rendues compte qu'on avait obtenu à peu près toutes les lois, que les lois n'étaient pas parfaites, que les lois n'étaient pas appliquées, elles se sont demandé comment faire. On ne pouvait plus réclamer l'avortement, la parité, tout ça, enfin pour prendre justement des lois extrêmes. Eh bien, elles ont dit, il faut qu'on lutte contre les images. On va lutter contre les stéréotypes. Et moi ça m'a catastrophé. Ça m'a catastrophé parce que c'était sûr que si on voulait faire le papillon contre la vitre, on faisait ça. Ah, vous avez vu, c'est bleu et rose, et c'est bleu. Mais moi, j'ai eu des patins à roulettes métalliques gris quand j'étais petite. Bon, maintenant, pourquoi il y a des stéréotypes? Pas parce que la société est structurée en bleu et rose, parce que les grandes entreprises ont compris qu'elles allaient faire du fric avec les patins à roulettes bleu et rose, que c'est le double de marchandises, et que la petite sœur, elle va vouloir les patins roses au lieu d'avoir les patins du frère. Et nous, moi, quand j'étais petite, ils étaient tous en métal, on pouvait les passer de frère à sœur. C'est du capitalisme, le stéréotype. Donc, par exemple, moi, je peux prendre ça. Donc, je ne vais pas passer mon temps à vouloir déconstruire les stéréotypes. Vous voyez, regardez là, il y a du stéréotype, machin, machin. Non, il faut passer, je suis plus matérialiste que ça. Il faut que ça passe par des choses matérielles. Par exemple, il y a un truc intéressant à propos des cours de récréation en ce moment. On va essayer de supprimer les terrains de foot. Parce que du coup, les filles, elles jouaient autour. D'abord, elles jouent aussi au foot maintenant. Mais c'est intéressant, il y a un article, il y a 2 jours, je crois, dans Le Monde, disant que c'est de la part d'une interview d'une joueuse de tennis qui dit qu'il serait temps qu'on fasse des compétitions mixtes. Comme le patin à glace, quoi. Attendons, on va voir. Parce que comme disait l'article, ouais, mais alors dans ce cas, il faudrait que les primes soient les mêmes. Et alors là, il y a un écart comme ça. Alors, on n'y est pas parce que d'ici à ce que les filles obtiennent les mêmes primes que les hommes en tennis, c'est pas de mal à veille. Mais donc voilà, donc en fait, c'est une question importante que vous posez, mais je crois qu'elle est très mal posée par le militantisme. Donc là, je fais un peu de solution. Elle est très très mal posée. Il faut passer par la matière. Il faut passer par la matière. Moi, quand je dis, et puis il faut passer par la matière, puis il faut passer aussi, qu'est-ce que c'est que la domination? Je prends un autre exemple dans ce livre, qui était quand ma fille était petite, je lui disais les livres pour enfants, j'ai lu des tas de trucs complètement traditionnels, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup moins de trucs comme il y a aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé. Et je me disais, où est le problème? Moi, je vais pas l'endoctriner en lui disant, tu sais, je te montre, là, attention, là, on a dit que le garçon faisait ça, que la maman faisait ça, mais bon... Mais non, parce que qu'est-ce que je pensais dans ma tête? Je pensais, elle a une mère qui a déjà sa façon d'avoir un métier comme ça. Elle a une maîtresse qui fait un job, etc. Est-ce qu'elle va croire que le modèle de cette femme qui est dans le livre, qui fait la cuisine dans la cuisine pendant que l'homme lit le journal, c'est vrai? Mais elle ne va pas penser que c'est vrai. Je n'ai même pas besoin de lui dire. Donc là, il y avait des faux sujets pour moi. Donc l'analyse de la domination, ça peut être ça aussi. Parce que, par exemple, là, je faisais crédit au jugement d'une enfant, entre 5 et 8 ans, capable de confronter des images contradictoires dans sa tête. Donc l'intérêt, c'est plutôt qu'on parle de la contradiction des images, plutôt que de dénoncer une image. Là, je suis dans l'émancipation. L'autre émancipation, et ça a bien changé depuis que j'ai écrit ce livre, c'est de montrer des modèles. Alors maintenant, on a 50 livres dans les librairies qui le montrent, tant bien, on va chercher, tant mieux. Pourquoi c'est plus intéressant de montrer des modèles que de désigner le bleu et le rose éternel qu'on voudrait nous infliger? D'autant qu'il est relatif à la temporalité, à l'histoire, comme je venais de le dire, avec l'histoire du capitalisme. Donc voilà, tout ça, c'est un travail, au fond, d'extraire les richesses plutôt que de s'appauvrir en se cognant contre la vitre.
Mais après, lisez Rancière. Ou mon article qui est dans la sexuation du monde. Je peux pas tout. Bonsoir. J'ai une petite question, juste par rapport à... Oh, pardon. Par rapport au dérèglement des images. Des représentations. Des représentations, Je dis pardon. pas dérèglement des images. Est-ce que pour réussir à dérégler, comme vous dites, je trouve que c'est une perspective vraiment fondamentalement très très intéressante. Enfin, moi, ça me touche particulièrement. Est-ce que ça, c'est pas une éducation aussi à fournir? Enfin, est-ce qu'il ne faut pas éduquer de la façon dont on veut, pas dans le sens condescendant, mais juste apprendre à dérégler? Est-ce que c'est pas un apprentissage à suivre? Et du coup, par là, une éducation. Mais alors, dans ce cas, tout est apprentissage. Bien sûr, oui. Non, mais ma petite pique sur la transmission et l'apprentissage, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le mot dérèglement, que j'ai utilisé déjà il y a très longtemps, hein, bien avant qu'on nous bassine tous les matins avec le dérèglement climatique. Bassine, pas du tout bassiner, c'est pas du tout le bon mot. Enfin, qu'on s'intéresse et que ce soit très important. Mais le dérèglement des représentations, pour moi, c'est très important parce que ça veut dire que je m'installe. Alors ça, c'est quasiment un des fondements de ma décision il y a longtemps de travail. Je m'installe dans la tradition. Je ne dis pas, parce que ça a beaucoup commencé aux États-Unis, de dénoncer les philosophes qui, depuis 25 siècles, disaient des conneries sur les sexes. Et moi, je me suis dit dénoncer, mais ça, c'est pas philosophique d'abord de dénoncer. Donc ça ne me suffisait pas. Et après, quand j'ai fait mon petit livre sur la différence des sexes en 1996, j'ai découvert que j'avais plein de choses à dire positives, mais positives qui peuvent montrer le dérèglement. Par exemple, moi, je me sers toujours de Nietzsche et de Baudelaire, deux bons misogynes. Mais qu'est-ce qu'ils ont tout compris de ce que l'émancipation était en cours? Et qu'est-ce qu'ils en comprennent? Mais c'est passionnant. Ils sont aptes parce que ce genre de personnes analysent ils comprennent ce qui est en jeu. Donc le dérèglement, c'est s'installer dans la tradition déjà. Et pour moi, après avoir enfin publié ce livre que je devais faire depuis plusieurs années, j'avais fait plein de papiers sur la question de l'histoire des arts. Ils sont dans mes différents recueils, à côté du genre, etc. Mais je n'avais pas encore fait le livre, parce que j'étais bouffée par d'autres choses, prise par d'autres choses. Mais c'est vrai que ce qui m'apparaît, c'est que si on s'installe dans la tradition, de toute façon, les artistes sont obligés de la transformer. Malheureusement, par exemple, des femmes politiques qui deviennent députées, elles ne vont pas transformer grand-chose. Bien qu'on ait fait quelques articles sur le fait que des chefs de gouvernement avaient mieux traité l'épidémie, je ne sais pas, au Danemark, en Australie, ou je ne sais plus où, ou en Islande, que dans les pays traditionnels. Mais globalement, je pense que la question du dérèglement, elle est plus facile. Moi, je l'identifie plus facilement. Par exemple, quand je reprenais la question nudité-vérité, on voit clairement tout ce qui se dérègle à la fin du 19e. Enfin, faut regarder, je n'ai pas le temps de développer à travers des tas d'exemples, mais il y en a plein. Et donc là, ces dérèglements obligent, par exemple aujourd'hui, ce que font les femmes artistes des arts visuels, c'est depuis Claude Cahun qu'il se passe des trucs assez fantastiques. Mais ça, elles n'auraient jamais pu faire ça il y a 100 ans. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça adresse à l'histoire de l'art quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement leur inclusion dans la reconnaissance d'être artiste, c'est que ça fait des choses à l'histoire de l'art. L'histoire de comment le corps féminin est manipulé par l'art depuis 80 ans, 100 ans. Donc, le dérèglement des représentations, c'est ça. Et ce n'est pas le dérèglement des images. Parce que le dérèglement des représentations... Donc, je m'installe à l'intérieur. Et c'est vrai que, par exemple, ce que j'ai fait moi sur l'histoire de la philosophie, quand j'ai fait un petit puf Différence des sexes qui maintenant est repris dans un gros recueil qui est à côté du genre, c'est que j'ai pris les philosophes dès le départ, mais pas pour dire qu'est-ce qu'ils sont méchants, mais pour dire à quel endroit ils ont dit quoi. Et ça veut dire, non pas de dire quelque chose sur l'identité des hommes, des femmes, des sexes, etc., parce que des gens comme moi, on avait décidé dès les années 70 qu'on ne travaillerait pas sur l'identité. Et j'ai jamais travaillé sur l'identité, jamais. Jamais, quand on me demandait, à l'époque, ça s'appelait « est-ce que tu es différentialiste ou universaliste ?» Je disais ni l'un ni l'autre. C'est une aporie, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, mais comment ça fonctionne? Quand je prends le consentement ou quand je prends le service domestique, je cherche le fonctionnement d'une société. Et pas à partir du rapport sexuel, bien sûr.
du rapport de sexe, de genre, on l'appelle comme on veut. Mais ça n'est jamais sur la question des identités. Parce que ça donne rien, l'identité. Donc quand j'ai pris l'histoire de la philosophie, j'ai vu comment ça se passait. Tout à l'heure, je vous disais, Aristote, lui, met les femmes avec les serviteurs et les enfants, Spinoza avec les fous et l'enfant. On voit bien qu'il y a un enjeu philosophique derrière tout ça. L'un, c'est l'économia domestique, l'autre, c'est la raison de la modernité. Donc à ce moment-là, ça devient passionnant. Donc c'est ça aussi que je vous répondrai à l'émancipation. C'est aussi qu'en travaillant comme ça, on trouve des choses passionnantes au lieu de trouver des choses ennuyeuses. Vous comprenez? Moi, parce que si c'est pour répéter qu'on est dominé, j'ai autre chose à faire. Non, sérieux. Tandis que si je rentre, là, comment ça se passe, comment ça se bouge, comment ça se dérègle, comment l'émancipation peut avoir lieu, comment il se met en contradiction avec lui-même, Platon, c'est passionnant. Mais en même temps, comment il a mis en chantier les deux éros, c'est Platon qui le met magnifiquement en chantier. L'éros sexuel et l'éros de la création. Le banquet, je veux dire, en terminale, vous avez tous eu le banquet. Non, presque tous. Voilà, donc c'est... Bonsoir, pardon. Je suis un petit peu gêné qu'on soit essentiellement des garçons à poser des questions, mais bon... Enfin, non, mais majoritairement, mais tant pis, je voulais juste... J'avais pas remarqué, vous voyez. Comme quoi, je travaille pas sur la domination. Moi, j'avais une question, mais avant, je voulais juste rebondir sur vos propos sur le terme patriarcat. Ah oui. Parce que c'est juste suite à une lecture que j'ai faite cet été d'un livre que j'ai trouvé incroyable de la philosophe Olivia Gazalet, qui s'intitule Le mythe de la virilité, et qui justement, elle, dédie un chapitre à ce terme-là qu'elle refuse aussi, et elle propose le terme de viriarcat, avec le terme vir pour mâle. Et oui. Pourquoi pas? Mais c'est juste que j'avoue que j'ai trouvé ça aussi plus intéressant que le terme de patriarcat. Mais c'est pas ça ma question, pardon. C'était par rapport, c'est une question un peu polémique, mais pour revenir au milieu culturel, avec les événements récents qu'il y a eu, mais plutôt par rapport aux questions de racisme, sur l'idée de censure, même si j'aime pas trop ce terme, mais de toutes les œuvres ou les statues, déboulonner les statues et tout, qui ont des caractères, enfin qui présentent des propos ou des images justement racistes. Et si on transpose cette idée-là au sexisme, avec par exemple l'affaire Polanski et tout, je voulais avoir juste votre avis sur qu'est-ce qu'on fait en fait de tout cet héritage en partie écrit, composé, réalisé par des hommes qui ont souvent des propos ou des termes on va dire plus d'actualité et parfois franchement misogynes. Est-ce qu'il faut le jeter à la poubelle? Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, parce que des fois, moi, je m'interroge quand je revois certains films ou même dans le milieu musical, quand on va à l'opéra, même s'il y a le recul, mais dans ce cas-là, on jette toute l'histoire de la musique, à part quelques... Donc, je voulais juste avoir votre opinion sur cette question-là. Alors, plusieurs choses. D'abord, sur... proposer un autre terme, je ne sais pas, mais pourquoi pas que patriarcat. En tout cas, parce que ça sert aussi de mot-clé. C'est pour ça que je disais, dans mes colères récentes, j'ai pu dire ça c'est vraiment patriarcal, etc. Mais sinon, oui, qu'on le mette en cause, c'est pas plus mal. Parce qu'il a servi un petit peu trop de bouche-trou. Hein, voilà, donc toute évolution du terme peut que faire du bien. C'est la première chose. La deuxième, sur le rapport entre l'œuvre et l'artiste, quoi. Moi, il se trouve que quand il y a eu l'affaire Polanski, j'ai justement été interviewée dans l'émission d'Olivia Gisbert à Midi la Grande Table sur mon livre, et donc j'avais travaillé très précisément. Voilà comment, par exemple, je travaille. C'est-à-dire, par chance, j'étais tombée sur le film Tess de Polanski, qui va faire absolument exactement au moment où il viole la jeune adolescente. Donc à la fin des années 70, et c'est une histoire de viol aussi, et de résistance et de révolte autour de tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir intervenir? C'était pas pour dire c'est bien ou c'est mal, mais j'ai pris un film de Polanski qui finalement parle du viol, et comment il en parle. C'est-à-dire d'essayer de relier. Alors, est-ce que c'est pour évacuer? Alors, et après, quel est le statut de ce film?
qui est sur le contenu même. Donc ça m'évite de faire de la morale, parce que la morale, ça sert jamais à grand-chose sur les questions d'égalité. Moi, enfin ça c'est une de mes convictions générationnelles sans doute et philosophiques. C'est-à-dire je peux rien faire avec la morale. Donc on va pas dire c'est mal ce qu'a fait Polanski, etc., comme si on était tous... L'histoire est impure. Je pourrais y revenir sur la question de l'émancipation. J'avais intitulé comme ça une des chroniques que j'avais fait dans l'IB sur l'impureté de l'histoire. Par exemple, est-ce que je suis pour le foulard ou est-ce que je suis contre le foulard? Donc je fais un livre sur le consentement à cause de ça. Et je ne vais pas dire si je suis pour ou contre. Donc je vais produire quelque chose qui a servi entre autres après pour MeToo, mais qui était au départ quelque chose, je contribuais à la réflexion, et je pense qu'on peut le faire même si on n'écrit pas des livres comme moi, de contribuer à la réflexion plutôt que de la bloquer sur des positions. Parce que les positions, elles risquent d'être morales, et elles risquent surtout d'être non réfléchies. C'est pour ça que je préfère habiter la contradiction, dire, bah oui, le foulard, ça peut être un problème, mais en même temps, c'est aussi un lieu d'émancipation pour certaines, mais c'est un lieu d'exploitation pour d'autres, etc. Je fais quoi avec ça? Et moi, je m'en suis tirée, si je puis dire, en écrivant sur la notion de consentement. Donc, de trouver une échappée. Là, sur Polanski, j'ai croisé l'homme et l'œuvre, avec la temporalité qui était la même, et puis il y a un autre film aussi, exactement, qui se passe avant le viol, mais j'ai plus le nom en tête là tout de suite, de Polanski, où il est aussi, il est sur la tangente. Donc ça devient vraiment intéressant à ce moment-là de prendre l'œuvre. Après, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Mais moi je crois que plus on enrichira, c'est un sujet qui est toujours ramené de façon à sa réduction. Il faut réduire tout ce qui concerne la question du féminisme ou du combat dans un sens ou dans l'autre. Qu'on ait des arguments pour... Il faut réduire. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas réduire, mais au contraire, Olivier Neveu, qui est prof à l'ENS de Lyon de théâtre et tout, qui a fait l'entretien avec moi pour Théâtre Public, a extrait une phrase de mon entretien pour titrer l'entretien qui est « Augmenter le problème ». Je suis pour augmenter le problème. Et le problème de cette question de sexe, genre, c'est toujours de le réduire. Oh, elle dit ça parce que, ou c'est pas bien, vous vous rendez compte, oh, mon Dieu, on ne pourra plus toucher une femme, c'est affreux, etc. Ça ne sert à rien. Alors, dernier point, Carmen, puisque tout le monde est monté au créneau comme des fous, parce qu'il y avait un metteur en scène qui voulait faire tuer Don José par Carmen, a voulu que Carmen soit tuée par Don José. Mais enfin, toute l'histoire de l'art n'est fait que de ça. L'histoire de l'art n'est fait que de ça. Des changements de scénario. Mais en peinture, mais regardez comment on raconte, je sais pas, moi je me suis intéressée à Judith et Holoferne, etc., comment ils racontaient l'histoire. Un coup il y a la servante, un coup la tête d'Holoferne est sur un plat. Enfin, on n'arrête pas de changer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissez à ça. Pour que tout le monde grimpe jusqu'au 2e étage, parce qu'un metteur en scène voulait changer la fin de Carmen. D'accord, c'est gros. C'est très très gros, je suis d'accord. Mais c'est quand même toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la littérature, de la musique, de la peinture, n'est faite que de ça. À partir de moments où on prend un mythe ou un conte. Là, je dois intervenir ces jours-ci à propos d'un conte à la radio, justement. Et je suis en train de regarder ce qu'en 3 siècles, ce conte a été, comment ce conte, il y a tout dedans. Je vais pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, parce que comme c'est pour dans quelques jours à émission jeunesse, là c'est de France Inter, je vais pas spoiler le travail que j'ai fait ces jours-ci, mais j'ai fait que ça. J'ai fait que me marrer à essayer de voir comment l'histoire est réécrite de ce conte en 3 siècles par rapport à ce qui se passe politiquement. C'est la même chose que la question de l'intersectionnalité que je citais tout à l'heure. Pour Aristote, c'est une chose, pour Spinoza, c'est une autre, à partir des mêmes problèmes. Voilà, ou à peu près le même problème, parce que vous avez le fou, le serviteur. Nous, aujourd'hui, on a plutôt ce que Kant nous a mis sur la table, à savoir l'anthropologie. Voilà, donc le peuple, la race, le sexe. Voilà, ça c'est Kant, hein. Nous faisons du Kant aujourd'hui. Donc, très bien. Mais peut-être que dans 2 siècles, ça sera autre chose. Donc là, sur la question de l'art, plus on va augmenter le problème, plus on va dérégler les représentations, plus il y a des chances qu'il y ait de la créativité qui se déclenche.
Voilà ce que je pense, au fond de moi. Que ça ne peut rendre que créatif. Moi, c'est pas que je suis pour que Carmen tue, que devienne... Non. Mais que quelqu'un ait envie de raconter cette histoire, parce qu'il y a MeToo, c'est strictement ce qui se passe depuis des siècles. Moi, j'ai fait tout un texte aussi, il y a très longtemps, sur sur les sirènes, le chant des sirènes. Le chant des sirènes change brutalement au début du 19e avec Ondine d'abord, et puis ça ira jusqu'à Oscar Wilde, en passant par les contes. Voilà. Et chaque fois, l'histoire est différente. Et on voit que c'est la question de l'égalité des sexes qui est en jeu. C'est-à-dire que la sirène, elle veut aimer... D'abord, il n'y en a plus qu'une. Au lieu que ça soit les sirènes, ça devient une sirène. Je vous renvoie à l'histoire des cantatrices que je citais au début, des 3 romans du début du 19e. Puis cette sirène, elle veut aimer le pêcheur. Si tu veux aimer le pêcheur, il va falloir que tu abandonnes ton chant. Tu ne peux plus chanter, si tu veux venir sur Terre. Mais à ce moment-là, il y aura consentement mutuel. Et puis, dans une autre histoire, Oscar Wilde, c'est le contraire. Cette fois-ci, c'est le pêcheur qui est tombé amoureux de la sirène et qui voudra absolument retrouver la sirène. Donc, il va falloir qu'il abandonne son âme. Il ne peut pas garder son âme parce qu'il va aller dans les profondeurs de l'eau, etc., etc. Donc, et après, vous aurez au XXe siècle, vous aurez Kafka qui parle... Les sirènes reviennent au pluriel au XXe siècle. Et vous aurez Kafka, et puis Ingeborg Bachmann, c'est encore une autre histoire, et puis voilà, toutes ces... Maurice Blanchot, qui parle de la promesse, mais là on sent que ça... Et moi, par rapport à mon sujet, je vois bien que ces récits, que ces écrits, que ces modifications d'écrits sont en rapport avec l'histoire en train de se faire. Ça ne veut pas dire que c'est la conséquence de l'histoire. Enfin bon, vous êtes des artistes, donc c'est jamais mathématique, c'est jamais fonctionnel. Mais c'est en résonance, quoi. Voilà, c'est de la résonance. Donc il faut, nous, après coup, travailler les résonances. Et il faudrait le faire sur d'autres auteurs. Mais sur Polanski, c'est assez facile de prendre les films qu'il a fait au moment où il est... parce qu'il y a une fille qui vient de porter plainte aussi, qui a été violée à ce moment-là par lui. Il y a une deuxième histoire qui lui est tombée dessus, je ne sais plus quand, pas si longtemps que ça. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il produit à ce moment-là? Ça ne veut pas dire que sa production est le résultat de quoi? De sa pulsion, de son crime, etc. Non. Ça veut dire qu'il pense des choses dans sa production et que nous, ça peut être intéressant qu'on aille chercher ce qu'il a pensé dans sa production pour retourner voir ce qui se passe autour de son histoire. Oui, moi, je le prends. C'est pas pour donner je délivre aucune vérité. C'est juste que c'est vraiment intéressant de croiser les deux. Et qu'à ce moment-là, ça ne nous emmène pas là où nécessairement on croit qu'on va aller. Mais on n'est pas ni dans le blanc-noir, ni dans le relatif. On est dans le dérèglement des représentations. Mais c'est à nous de fabriquer le dérèglement. Il ne va pas venir tout seul. Je vous prends un exemple qui n'a rien à voir, mais que je cite dans la Sexuation du Monde. À la faculté de médecine à l'Odéon, donc dans les anciens bâtiments de la fac de médecine, il y a une sculpture d'un sculpteur de la fin du 19e qui s'appelle Barrias. Barrias représente une femme qui se découvre devant la science. Donc elle se découvre devant la science, torse nu. Ah oui. Donc au moment où on croyait que c'était l'homme qui dévoilait la femme pour trouver la vérité, voilà qu'à la fin du 19e, il y a une femme qui se dévoile. Donc c'est elle qui sait ce qu'elle fait. C'est plus l'homme qui la dévoile pour trouver la vérité. Fin 19e. Quand même des moments clés dans le féminisme récent. Voilà. C'est un homme qui raconte cette histoire-là. Enfin, la sculpture est la sculpture d'un homme. Donc, dévoilée devant la science, donc elle sait bien qu'une sculpture de pierre, qu'une allégorie de la vérité ou de la science est une femme. Jusqu'à Nietzsche, on le pense. Sauf que c'est elle qui a le geste. C'est elle l'actrice et non pas l'objet. Voilà. Des trucs comme ça, on peut en faire des kilomètres. Donc en musique sûrement. Merci Geneviève Fraisse. On va devoir s'arrêter. Merci beaucoup.